J'espère que ça marche là. Oui, c'est bon. Ok. Alors, donc aujourd'hui, on va commencer par faire un exercice pour illustrer donc une des techniques dont on a parlé la semaine dernière, la technique de PCR. Et puis ensuite, on abordera un nouveau chapitre de cours, donc on va parler du processus de transcription. Alors, donc faisons d'abord cet exercice donc, qui illustre la PCR. Donc, on va regarder l'énoncé ensemble hein, et bien sûr faire cet exercice ensemble. On vous dit que la séquence d'un morceau de gène est présentée ci-dessous. Par convention, seule la séquence du brin codant est donnée. Donnez la séquence des amorces d'une taille de 25 nucléotides qui permettront d'amplifier la région comprise entre le nucléotide 10 et le nucléotide 290. Calculez la température de fusion des amorces, décrivez la programmation des cycles de PCR, la température de chaque étape et le nombre de cycles. Donc on imagine que vous ayez à faire une PCR et on vous demande donc de préparer cette PCR en définissant les amorces à utiliser et la manière dont il faudra programmer l'appareil à PCR, hein, donc le thermocycleur. Alors donc, en dessous de l'énoncé, vous avez une séquence d'acides nucléiques. Vous avez un seul brin. En général, en effet, lorsqu'on donne une séquence d'acides nucléiques d'ADN, on ne donne qu'un seul des deux brins, puisqu'on sait facilement déterminer la séquence de l'autre brin. L'autre brin sera le complémentaire du brin qui vous est donné en orientation inversée. Donc, lorsque l'on a une séquence d'ADN, il suffit de donner la séquence d'un brin pour connaître la séquence des deux brins, en fait. Donc, c'est ce qu'ils ont fait ici. Ils ont donné uniquement la séquence d'un des brins d'une molécule d'ADN correspondant donc à un morceau de gène. Et on souhaite amplifier au niveau de ce gène une petite portion correspondant à la région comprise entre les nucléotides plus 10. J'ai mis un petit trait rouge hein, au nucléotide plus 10. Donc le premier nucléotide de la région amplifiée est le G qui se trouve ici. Et le nucléotide 290, j'ai changé dans l'énoncé parce que vous verrez que les températures de fusion sont plus favorables pour réaliser la PCR si on prend 290 que 280. Et donc le nucléotide 290 est celui-ci, hein, donc le G qui se trouve ici. Donc on veut amplifier par PCR la région qui est comprise entre ces deux traits rouges. Donc pour cela, on va définir des amorces qui vont permettre cette amplification. Et on vous dit que la taille des amorces devra être de 25 nucléotides. Donc, petit rappel. Donc, lorsque l'on veut amplifier un segment d'ADN, on va venir positionner des amorces aux extrémités de ce segment et on va les positionner de manière telle que les extrémités 3' pointent vers l'intérieur de la région à amplifier afin que l'ADN polymérase synthétise de l'ADN dans ce sens et sur l'autre brin dans ce sens-là. Hein, donc elle amplifie la région comprise entre les deux traits rouges. Donc ce sont ces deux amorces qu'il faut définir dans cet exercice. Alors, dans l'exercice, on vous donne un seul des deux brins et on vous donne l'orientation de ce brin. Vous voyez, 5', 3'. Donc, c'est comme si on vous avait donné la séquence du brin du haut qui se trouve ici. D'accord ? Le brin dont la séquence est donnée dans l'énoncé, c'est l'équivalent du brin ici du haut. Son complémentaire sera en orientation inversée. Et donc, si on regarde bien les amorces, l'amorce verte, ici, devra avoir la séquence complémentaire du brin qui vous est donné dans l'énoncé. Donc la séquence verte vient s'hybrider avec le brin de l'énoncé, donc elle est complémentaire du brin de l'énoncé. Et l'amorce bleue qui se trouve ici,
qui donc va s'hybrider avec le brin qui n'est pas donné dans l'énoncé, avec l'autre brin. Vous voyez qu'elle est complémentaire de ce brin. Autrement dit, elle a la même séquence que le brin du haut, puisque ces deux brins sont complémentaires. D'accord ? Donc l'amorce 2 aura pour séquence la séquence du début de la région à amplifier, et l'amorce 1 aura pour séquence la séquence complémentaire de la région, de l'autre extrémité de la région à amplifier. C'est ce qu'on vous montre sur la diapo suivante. Hein. Donc l'amorce 2 est représentée ici. Ce sont donc les 25 premiers nucléotides à partir du nucléotide plus 10, donc qui est ce nucléotide G. Donc j'ai compté 25 nucléotides, ce qui me donne donc mon amorce 2 pour la PCR. Et l'amorce 1 donc, devra s'hybrider avec l'autre extrémité du fragment amplifié et sera complémentaire de la séquence du brin. Donc elle va venir s'hybrider dans cette région et aura la séquence complémentaire du brin qui vous est donné dans l'énoncé. Donc CC, TT, et moi ici je l'ai remise dans le bon sens, parce que généralement les séquences, on les donne de 5' vers 3', de gauche à droite. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez compris? Oui. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'orientation de ces amorces? C'est bon? Ça va pour tout le monde? Donc, à présent, donc on a défini la séquence des amorces. On vous demande ensuite de calculer la température de fusion, donc l'ETM, de ces amorces. Donc, on vous demande de calculer l'ETM des petites doubles hélices qui se trouvent ici, dans la région où vont s'hybrider les amorces. Alors, on ne l'a pas repris dans l'énoncé parce qu'il est par ailleurs dans le poly, mais bon, si on vous pose une telle question à l'examen ou à un contrôle, comme je vous l'ai déjà dit, la formule pour calculer la température de fusion des amorces vous sera toujours donnée dans l'énoncé. Là, on ne l'a pas donnée parce qu'elle était un petit peu plus haut dans le poly. Donc, je vous rappelle que cette formule est représentée ici, donc 81,5 plus 16,6 que multiplie le logarithme de la concentration en Na+, plus 0,41 que multiplie le pourcentage en guanine et cytosine, moins 600 divisé par la longueur de la double hélice. Alors, il manquait bien sûr une donnée dans l'énoncé, j'ai oublié de la rajouter, c'est qu'on ne vous précisait pas la concentration en Na+. Et donc, on va considérer une concentration en Na+, de 0,1 molaire. Donc ça, c'était une donnée qui manquait dans l'énoncé que j'aurais dû rajouter. Donc, oui? C'est bon? Alors, on va donc calculer la température de fusion de l'amorce 1, donc lorsqu'elle s'hybride à sa séquence complémentaire. Donc, le pourcentage en G plus C, si je prends l'amorce 1, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, j'ai 16 guanines et cytosine pour un total de 25 nucléotides. Donc, le pourcentage de guanine et cytosine est de 64%. La longueur de la double hélice est donc de 25 paires de bases. Vous demandez des amorces de 25 nucléotides. Et donc, si on rentre ces valeurs dans la formule qui permet de calculer la température de fusion, on obtient une température de fusion égale à 67 degrés, 67,14 si on veut être précis, donc autour de 67 degrés. Ça, c'est la température de fusion de l'amorce 1.
Donc, on fait la même chose pour l'amorce 2. Donc, l'amorce 2 fait également 25 nucléotides. Et cette fois-ci, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, j'ai 18 guanines et cytosines sur un total de 25 nucléotides, ce qui vous fait un pourcentage de G plus C de 72. Et bien sûr, la longueur de la double hélice est la même, 25 paires de bases. Et donc, cette fois-ci, le Tm, en utilisant la formule, est égal à 70 degrés. 10,42 pour être précis. Donc, maintenant que l'on connaît les Tm de ces doubles hélices, on va pouvoir programmer la PCR au niveau du thermocycleur. Donc, définir les températures de chacune des étapes des cycles de PCR. Donc, je vous rappelle que lorsque l'on fait une PCR, on va devoir définir 3 températures parce que chaque cycle comporte 3 étapes. On a d'abord une dénaturation de l'ADN, on doit séparer les 2 brins de la double hélice. Puis, dans une seconde étape, on va hybrider les amorces avec chacun des brins. Et puis ensuite, à partir de ces amorces, on va synthétiser un brin d'ADN à l'aide d'une ADN polymérase. Donc on a 3 étapes, dénaturation, hybridation et polymérisation. La dénaturation se fait généralement autour de 94-95 degrés afin de séparer, de dénaturer l'ADN. Et donc le temps durant lequel on va placer l'échantillon à 95 degrés est un petit peu variable, suivant l'expérimentateur. Bon, moi, j'ai mis 30 secondes, mais ça peut être entre 30 secondes et 1 minute. Vous verrez, lorsque vous ferez au semestre prochain PCR, il n'est pas dit que la responsable de TP vous dira de faire 30 secondes, elle mettra peut-être 45 secondes ou 1 minute. Ensuite, l'hybridation. Donc, il faut hybrider les amorces. Et c'est là que le calcul du TM réalisé précédemment est important, puisqu'en effet, si l'on veut que les amorces forment une double hélice avec chacun des brins d'ADN, il faut se situer à une température qui sera inférieure au TM des doubles hélices formées avec les amorces. Si la température est trop haute, l'amorce ne pourra pas s'hybrider. On sera au-dessus de son TM et donc l'ADN restera dénaturé. Et donc généralement, on réalise cette étape d'hybridation en se plaçant à peu près 5 degrés en dessous du TM des amorces, de façon à s'assurer que la double hélice se formera effectivement. Alors, donc, nous, on a quand même un petit problème, c'est que nos 2 amorces présentent des TM différents, l'un 67 degrés, l'autre 70 degrés. Bon, en général, on essaye de s'arranger pour avoir des amorces qui forment des doubles hélices qui ont à peu près des TM équivalents. Donc là, ce n'est pas nécessairement très très bon pour réaliser une PCR, mais bon, ça fonctionnera. Et donc, comme on a des TM différents, on va se placer 5 degrés en dessous du TM le plus faible, donc qui est de 67 degrés. Donc, on va se placer à 67 moins 5, donc 62 degrés. Et donc là aussi, on peut laisser l'échantillon à cette température entre 30 secondes et 1 minute en fonction de l'expérimentateur. Et puis ensuite, dernière température à programmer, c'est la température à laquelle sera réalisée la synthèse d'ADN. Et donc, je vous rappelle que pour la PCR, on utilise une ADN polymérase qui est thermorésistante et qui a été extraite de bactéries qui vivent dans des sources chaudes. Et donc, suivant l'ADN polymérase qui est utilisé, la température
tourne autour de 70-72 degrés, hein, mais donc là j'ai marqué 72 degrés, comme si c'était la Taq polymérase qui avait été utilisée dans cette expérience. Et donc ces cycles vont être répétés plusieurs fois, donc en général on réalise entre 25 et 30 cycles, ici j'ai indiqué 30 cycles, afin d'obtenir une quantité suffisante de fragments à l'issue de la PCR. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette dernière partie de l'exercice? C'est des données qu'on doit savoir, ça, les temps, les températures de polymérisation et de dénaturation. Vous devez quand même avoir une petite idée. Pour la dénaturation, vous avez quand même une idée que ça doit se passer aux températures. L'hybridation, ça c'est par contre calculé, puisque ça dépend du TM de vos amorces. Et la polymérisation, c'est toujours autour de 70-72 degrés. Hein. Et du coup, la formule du calcul du TM, il faut la connaître ou elle sera donnée? Comme je vous l'ai dit, là, on ne l'avait pas donnée dans l'énoncé parce qu'elle était plus haut dans le poly, donc ce n'était pas la peine que je la remette. Mais si vous avez un tel exercice, un contrôle ou un examen, on vous donnera la formule. Et on ne dira pas non plus de vous donner la concentration à Na+, qui avait été oubliée dans l'énoncé. Hein. Donc ça, ce n'est pas la peine de la retenir. Encore des questions pour cet exercice? Non. C'est bon? C'est pour tout le monde? C'est bon. Alors, du coup, je vais changer de diaporama, puisque bon, il n'y avait qu'un exercice pour illustrer donc, cette partie. Et donc, on va à présent changer de diaporama. Voilà. C'est bon, vous voyez le nouveau diaporama? Il s'affiche? Oui, c'est bon. Ok. Hop. Bien. Donc jusqu'à présent, on a parlé du modification, donc qui permet de maintenir le patrimoine génétique et donc les molécules d'ADN de génération en génération au sein des cellules. Et donc maintenant, on va voir comment ce matériel génétique, qui est constitué essentiellement de gènes, va pouvoir s'exprimer dans les cellules. C'est ce qu'on appelle le flux de l'information génétique. Donc on a des gènes qui sont sur les chromosomes, donc qui sont sur des molécules d'ADN, et donc très souvent ces gènes vont coder pour des protéines. Et donc l'expression d'un gène en une protéine se fera en deux étapes. Pour permettre à partir du gène d'obtenir une protéine, on va avoir deux étapes qu'on appelle donc le flux de l'expression génétique. Une première étape que l'on appellera la transcription et durant laquelle l'information qui est présente sur le gène va être transformée en un ARN qu'on appelle l'ARN messager. Et puis ensuite, dans une seconde étape, cet ARN messager va permettre la production d'une protéine. Cette étape s'appelle la traduction. Donc, deux étapes, la transcription, la traduction. Alors, ces deux étapes de l'expression n'existent pas pour tous les gènes. Un certain nombre de gènes vont uniquement être transcrits. Il n'y aura que la première étape de l'expression qui aura lieu. C'est notamment le cas pour les gènes qui codent pour des ARN que l'on appelle les ARN de transfert, les ARN ribosomiaux ou des ARN régulateurs. Ces ARN ne seront pas ensuite traduits en protéines.
Alors, lorsqu'un gène sera exprimé en une protéine, donc dans une première étape, on va à partir de ce gène avoir synthèse d'un ARN durant l'étape de transcription, et puis ensuite, cet ARN devra être traduit en une protéine. On parle de traduction parce qu'en effet, donc sur l'ARN, l'information est sous forme d'une succession de nucléotides et il faudra traduire cette information pour que cette succession de nucléotides se traduise en une succession d'acides aminés le long de la protéine. C'est pour ça que cette étape s'appelle la synthèse protéique ou la traduction. Parce qu'on est obligé de traduire l'information génétique au niveau de cette étape. Alors, dans un premier temps, donc, on va parler de la transcription. Et donc, au niveau de ce chapitre sur la transcription, je vais d'abord faire un petit rappel concernant la structure des ARN, puis vous donner quelques généralités sur la transcription, puis ensuite on parlera de la transcription chez les prokaryotes, et à la fin, on parlera durant quelques minutes du processus de transcription chez les eucaryotes. Et puis ensuite, dans un autre chapitre, on parlera de la synthèse protéique. Donc, comme je l'ai dit, on va d'abord revoir très rapidement quelques particularités concernant la structure des ARN qui seront produits lors de cette première étape de l'expression génique qu'on appelle la transcription. Donc, je vous rappelle que les précurseurs pour la synthèse des ARN sont les ribonucléosides triphosphates, ATP, UTP, CTP et GTP. Donc, au niveau de l'ARN, il ne va pas retrouver de la thymine, mais cette thymine sera remplacée par de l'uracile. Et également, qu'au niveau des ARN, on va retrouver un ribose et non pas un désoxyribose. C'est ce qui caractérise les chaînes d'ARN. Autre caractéristique, les chaînes d'ARN sont généralement monocaténaires. On n'a pas deux brins d'ARN qui forment une double hélice, comme pour l'ADN. Donc l'ARN est monocaténaire. Un seul brin d'ARN. Cependant, on observe que des liaisons hydrogènes peuvent s'établir entre les bases AU et les bases GC, comme dans une double hélice d'ADN. Donc là, on a représenté les liaisons hydrogènes qui apparaissent au niveau d'une paire de bases AU, puisqu'on n'a pas encore vu. Donc, l'uracile est capable de s'apparier avec une adénine en formant deux liaisons hydrogènes. Et la guanine s'appariera avec la cytosine en formant trois liaisons hydrogènes, comme dans l'ADN. Et donc, la possibilité de former des liaisons hydrogènes entre les bases AU et GC va permettre de former des doubles hélices au sein d'un brin d'ARN. C'est ce qu'on appellera des doubles hélices intramoléculaires. Donc ici, on en a représenté une sur le schéma de droite. Donc là, vous avez un brin d'ARN. Ce brin d'ARN est orienté 5', 3'. On a juste représenté la succession des bases le long de ce brin d'ARN. Et voyez que si ce brin d'ARN se replie sur lui-même de façon
à ce que les deux portions qui se trouvent ici soient en orientation inversée. Les bases qui se font face sont des bases GC et AU, et donc elles peuvent interagir entre elles, et on forme dans cette région une double hélice. Et donc on parlera de double hélice intramoléculaire. Donc ces doubles hélices intramoléculaires ne peuvent se former que si la molécule d'ARN se replie sur elle-même. C'est pourquoi ici, on a une région qu'on appellera le coude qui permet le retournement du brin d'ARN. Alors ces structures que l'on observe le long des molécules d'ARN sont également appelées des structures tige-boucle. Ça, c'est la tige, ça, c'est la boucle. Et donc, dans les cellules, les molécules d'ARN adoptent généralement une structure secondaire et tertiaire très complexe qui est liée à la formation de l'ensemble de ces doubles hélices intramoléculaires. C'est ce qu'on a voulu représenter là. Là, on a représenté une molécule d'ARN et toutes les régions en rouge ici sont des régions où on forme localement une double hélice. Alors finalement, tout à l'heure, quand on disait que l'ARN n'avait pas une structure en double hélice comme Il n'y a l'ADN, pas une structure en double hélice avec deux brins séparés. Il n'y a pas deux molécules d'ARN qui s'associent pour former une double hélice. là c'est bien le même bras en fait qui se... C'est le même brin qui se replie sur lui-même. Oui, d'accord, ok. Donc on n'a qu'un seul brin et les doubles hélices, du coup, sont intramoléculaires, pas entre deux brins. Ok. Et donc à droite, vous en avez un exemple dont on parlera un petit peu plus tard. C'est la structure des ARN qu'on appelle les ARN de transfert ou tRNA, qui ont tous une structure particulière qu'on appelle une structure en trèfle. C'est comme si on avait les 3 feuilles de trèfle ici, en trèfle, et qui est liée à la formation de ces régions tige-boucle au sein du brin d'ARN. Vous voyez bien qu'on n'a qu'un seul brin. Donc ça, c'est une caractéristique à retenir au niveau de la structure donc, de ces ARN. Alors, donc sur cette diapo, on a représenté les principaux ARN qui vont être synthétisés dans la cellule bactérienne, chez coli. Mais la même problématique, donc là, je reprends cette problématique chez la bactérie, mais la même problématique existe également chez les eucaryotes. Donc sur ce tableau, il est intéressant de regarder la deuxième colonne. La deuxième colonne vous donne la quantité relative de ces différents ARN. Donc si on extrait les ARN d'une cellule, 80% des ARN qui sont extraits seront des ARN ribosomiaux, 15% seront des ARN de transfert et 5% seront des ARN messagers. Donc, les ARN de messagers, qui sont les intermédiaires pour la synthèse donc, des protéines, ne représentent qu'une très faible proportion des ARN totaux de la cellule. Et c'est valable aussi bien chez les prokaryotes que chez les eucaryotes. Alors pour illustrer ça, on a représenté ici en dessous le résultat d'une expérience d'électrophorèse. Donc sur un gel d'agarose, on a fait migrer les ARN totaux d'une cellule. Là, on a les petits puits dans lesquels on a déposé les échantillons. Là, on vous indique que la borne négative se trouve de ce côté-là, la borne positive vers la gauche. Donc, les échantillons
ont migré de la droite vers la gauche. Et donc, par révélation au bromure d'ithidium, on voit essentiellement 3 bandes d'ARN. Et en fait, ces 3 bandes d'ARN correspondent aux ARN les plus abondants de la cellule, c'est-à-dire les ARN ribosomiaux, qui représentent 80% de l'échantillon. Et en fait, dans les cellules bactériennes, on a 3 ARN ribosomiaux différents qui sont nommés en fait par leur coefficient de sédimentation. On y reviendra lorsqu'on parlera de ces ARN. Donc on a 3 ARN ribosomiaux différents. Et donc ce sont ces 3 tâches que l'on voit ici. Par contre, on ne peut pas visualiser les ARN messagers parce qu'ils sont beaucoup trop peu abondants dans l'échantillon. Donc, sur la diapo précédente, on vient de voir que les ARN ribosomiaux et les ARN de transfert sont plus abondants que les ARN messagers. Mais par contre, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que si maintenant on imagine que l'on regarde la transcription dans une cellule à un instant donné. Donc, on a synthèse d'ARN et on s'intéresse aux ARN qui sont synthétisés, qui sont en cours de synthèse dans la cellule. À ce moment-là, on se rend compte que les ARN messagers sont transcrits à un taux plus élevé que les ARN de transfert et les ARN ribosomiaux. Donc, on synthétise davantage d'ARN messagers que d'ARN de transfert et d'ARN ribosomiaux. Pourtant, lorsqu'on extrait les ARN messagers, les ARN totaux d'une cellule, on recueille plus d'ARN de transfert et d'ARN ribosomiaux que d'ARN messagers. Alors, comment expliquer cette différence? Donc, elle s'explique par le fait qu'en fait, les ARN messagers sont des molécules qui sont très instables, qui ont une durée de vie très très courte. Ils sont très très rapidement dégradés dans les cellules. Alors que les ARN de transfert et les ARN ribosomiaux, eux, sont stables. Donc, ils vont s'accumuler dans la cellule, alors que l'ARN messager sera très, très vite dégradé. C'est pour ça qu'on va en extraire une grande quantité, alors qu'on extrait très peu d'ARN messagers, car ils ont une durée de vie très courte. Alors, il est important de retenir que les ARN messagers ont une durée de vie courte, parce qu'on y reviendra prochainement lorsqu'on parlera de la régulation de l'expression génique. Et là, vous comprendrez pourquoi il est important que les ARN messagers aient une durée de vie courte et soient instables. Est-ce que ça va? C'est bon? Est-ce que ça veut aussi dire que dans la transcription, les ARN messagers vont jouer un rôle minime par rapport aux ARN R et T? Ah ben non, ils ne jouent pas un rôle minime puisque c'est grâce aux ARN messagers qu'on va pouvoir synthétiser toutes les protéines de la cellule. Donc, ils ont un rôle très important. Ils sont transcrits en grande quantité, mais lorsqu'on extrait les ARN du cellule, on en recueille très peu parce qu'ils sont très vite dégradés. Finalement, les deux autres, du coup, ils vont avoir un rôle plutôt de... Alors, les deux autres, les ARN de transfert et les ARN ribosomiaux, on en parlera au prochain chapitre parce que ce sont des ARN qui sont nécessaires pour cette deuxième étape de l'expression génique que l'on appelle la traduction. Ces ARN-là sont nécessaires pour la traduction. On le verra lors du prochain chapitre. On peut dire qu'ils sont un peu intermédiaires entre l'ARN messager et l'ADN? Non, ils ont une autre fonction dans la cellule. Ils ont une autre fonction. Ils ne sont pas intermédiaires là, entre les deux. Ils ont une autre fonction. Ils jouent un rôle ici, à cette étape-ci. J'avais une question Oui, sur le tableau qui... celui-là. voilà, oui, celui-là.
Si on dit que les ARN messagers, on les trouve dans des quantités plus abondantes au cours du cycle cellulaire, celui-là, il est fait quand alors? À quel moment? Ça, c'est simplement, donc, on a des cellules, on extrait les ARN de la cellule et on analyse les ARN qu'on a isolés. Et on remarque que 80% d'entre eux sont des ARN ribosomiaux et 5% sont des ARN messagers. Par contre, là, on s'intéresse à ce qui se passe dans la cellule. Un instant T, on regarde la synthèse des ARN au sein de la cellule. Et on observe que les ARN messagers sont synthétisés de manière plus abondante que les ARN de transfert et les ARN ribosomiaux. Il y en a plus qui sont synthétisés. Ok, donc dans un cas, on compare vraiment les nombres et dans un autre cas, c'est plutôt la synthétisation. synthèse. Oh, la synthèse, oui. Ok. La synthèse et la quantité à l'état stationnaire. Mais la quantité d'ARN de transfert et d'ARN ribosomial qu'on trouve, c'est pas simplement dû à la stabilité de la protéine. Est-ce que c'est aussi parce que il y en a besoin en abondance, par exemple, bien pendant sûr. la traduction? C'est sûr que s'ils sont abondants, c'est parce qu'on en a besoin d'une grosse quantité dans la cellule. Sinon, la cellule, elle n'en produirait pas autant. D'accord, oui. Enfin, oui. c'est lié à la stabilité, mais c'est Oui. surtout. Et les ARN messagers sont instables parce que c'est aussi une fonction. Il faut que les ARN messagers soient instables, comme on le verra prochainement. D'accord, oui, il ne faut pas qu'ils s'accumulent aussi. Voilà. D'accord. Il y a bien sûr une logique derrière ça. D'accord. C'est nécessaire pour la cellule. Alors, toujours au niveau des généralités, donc ce que je vous dis là, c'est valable à la fois chez les prokaryotes et les eucaryotes. Donc la transcription va être réalisée par des enzymes qu'on appellera cette fois-ci des ARN polymérases. Ce sont les ARN polymérases qui synthétisent les ARN. Et donc sur cette diapo, on vous donne les caractéristiques de ces enzymes. Donc ces enzymes, comme les ADN polymérases qu'on a vu précédemment, synthétisent des ARN depuis leur extrémité 5' vers leur extrémité 3'. Donc ces ARN polymérases vont rajouter des nucléotides à l'extrémité 3' hydroxyle du brin et ainsi le rallonger. Et la réaction se fait comme au niveau des ADN polymérases, c'est le phosphate en position alpha du nucléotide entrant qui réagit avec le groupement hydroxyle de l'extrémité 3' du brin. C'est exactement la même réaction. Donc on rappelle les substrats ATP, CTP, UTP, GTP. Comme les ADN polymérases, ces enzymes ont besoin d'un modèle qui est représenté ici. Et le brin modèle sera un brin d'ADN. Vous voyez, c'est un brin d'ADN qui sert de modèle. Et ce brin d'ADN est en orientation antiparallèle par rapport au brin qui est en cours de synthèse. Donc, même principe que pour les ADN polymérases. Et également, donc, le choix du nucléotide qui va être incorporé dans la chaîne se fait par appariement de base avec le nucléotide qui se trouve au niveau ici du brin modèle. Donc les ARN polymérases ont des caractéristiques très proches des ADN polymérases. Alors une différence, c'est que lors de la réplication, on va copier l'information qui se trouve sur les deux brins. On va répliquer les deux brins d'ADN. Par contre, lors de la transcription, il n'y a qu'un seul brin qui servira de modèle à la synthèse d'un ARN. On ne copiera l'information que d'un des deux brins du gène. Donc si on imagine
que ceci, c'est de l'ADN, autrement dit un gène, seul un des brins, le brin qui est représenté ici en bas, qu'on appellera le brin matrice, servira de modèle pour la synthèse de l'ARN. Et donc cet ARN sera en orientation antiparallèle par rapport au brin matrice, hein, donc 5', 3' de droite à gauche, l'ARN 5', 3' de gauche à droite. Et cet ARN aura la séquence complémentaire du brin matrice. Et donc, si maintenant on regarde l'autre brin du gène, donc l'autre brin de la molécule d'ADN, on voit que le brin ici, du haut, a la même orientation que l'ARN messager. Il est orienté 5', 3' de gauche à droite comme l'ARN messager ou l'ARN hein, de transfert ou ARN ribosomial, hein, c'est pareil. Et il a la même séquence que l'ARN, à part que au niveau de ce brin d'ADN, on a des thymines et au niveau de l'ARN, on aura des uracils. Hein, et ce sera la même séquence au niveau de ce brin. Et donc ce brin, au niveau du gène, porte un nom. On l'appellera le brin codant. Donc, au niveau d'un gène, le brin codant est le brin qui a la même orientation que l'ARN qui sera produit et qui aura donc la même séquence que l'ARN qui sera produit. Est-ce que ça va? Oui. Oui. C'est bon? Alors, donc, si on fait toujours une comparaison avec la réplication, vous rappelez que pour que la réplication soit possible, il faut séparer les deux brins de la double hélice, de façon à ce que chaque brin puisse servir de modèle pour la synthèse d'un brin complémentaire. On va retrouver la même problématique au niveau de la transcription. Pour copier l'information qui est présente sur le brin modèle, il va falloir séparer les deux brins de la double hélice d'ADN. Alors, lors de la réplication, c'est une hélicase qui sépare les deux brins de la double hélice. Pour la transcription, on n'a pas d'hélicase. C'est l'ARN polymérase elle-même qui séparera les deux brins de la double hélice. Donc l'ARN polymérase, on peut dire en fait qu'elle a une activité hélicase. Elle est capable de séparer les deux brins de la double hélice. L'ARN polymérase séparera les deux brins de la double hélice sur une très courte portion de cette double hélice. C'est ce qui est représenté ici. Hein. Voilà l'ADN en double hélice. Dans la région qui se trouve ici, les deux brins de la double hélice sont séparés. Et là, la double hélice s'est reformée. Hein. Donc, cette région où a lieu la transcription et où les deux brins de la double hélice sont séparés porte un nom. On parle de bulle de transcription. Donc, dans cette région, les deux brins de la double hélice d'ADN sont séparés. Et donc, on a représenté ici en vert l'ARN qui est synthétisé donc, par l'ARN polymérase, hein, en utilisant l'information présente sur le brin matrice qui est ici le brin rouge. Le brin bleu étant le brin codant. Et donc, vous voyez également sur ce schéma que l'ARN qui est en train d'être synthétisé est partiellement apparié, forme une double hélice avec le brin matrice sur cette courte région. Puis ensuite, il sera libéré. Hein. Et donc, il va former une double hélice appariée avec le brin modèle sur une courte région au niveau de cette bulle de transcription. Ce que l'on voit également sur ce schéma, c'est que donc, à l'extrémité 5' de l'ARN, on aura 3 groupements phosphates. On a représenté 3 groupements phosphates. Ce sont les 3 groupements phosphates du premier nucléotide de la chaîne.
Parce qu'en effet, donc les ARN polymérases, contrairement aux ADN polymérases, peuvent initier la synthèse d'un brin, elles n'ont pas besoin d'amorce. Hein. Elles vont synthétiser la totalité de l'ARN depuis son extrémité 5' jusqu'à son extrémité 3'. Alors, comment l'ARN polymérase est-elle capable de séparer les deux brins de la double hélice? Comment ça fonctionne? Pour le comprendre, il faut regarder la structure des ARN polymérases. Donc ici à droite, on a représenté la structure tridimensionnelle donc des ARN polymérases. Hein. Le petit a, c'est une ARN polymérase prokaryote, bactérienne, et le petit b, c'est une ADN polymérase eucaryote. Donc vous voyez que ces deux ADN polymérases ont des structures quaternaires et tridimensionnelles qui se ressemblent très fort. Hein. Et elles ont une structure caractéristique qu'on dira en pince de crabe. Hein. C'est pour ça que j'ai représenté ici un crabe. Hein. On a l'impression que ici, on a une pince, structure en pince. C'est pour ça qu'on dit que l'ARN polymérase a une structure en pince de crabe. Alors, regardons maintenant la partie gauche de la diapo. En fait, donc au sein de cette structure, hein, il y a plusieurs régions qui forment des canaux dans lesquels peuvent circuler des brins d'acide nucléique, ce qu'on a représenté ici. Donc on a un premier canal qu'on appelle le canal d'entrée de l'ADN. Donc la double hélice d'ADN pénètre dans l'ARN polymérase par ce canal. Et ensuite, vous avez deux canaux au sein de l'ARN polymérase. Un canal qui va prendre en charge le brin codant et un canal qui va prendre en charge le brin matrice. Donc deux canaux différents. C'est ce qui permet de séparer les deux brins de la double hélice. Et vous voyez que le brin matrice vient se localiser au niveau du site actif, le site actif qui est l'endroit où se fait l'ajout des nucléotides dans la chaîne d'ARN. Donc vous voyez également ici un canal par lequel vont pénétrer les substrats, donc les nucléotides, et donc ils sont amenés au site actif. Et enfin, si on regarde vers la gauche, on voit d'abord un canal de sortie de l'ARN. C'est par ce canal que ressort l'ARN qui est en train d'être synthétisé. Donc vous voyez que lorsqu'il pénètre dans ce canal, du coup, la double hélice entre le brin d'ARN et le brin d'ADN se dissocie. Hein. Et vous avez également un canal de sortie pour la molécule d'ADN. Et du coup, comme il n'y a qu'un seul canal de sortie, les deux brins se réassocient, donc la double hélice se reforme à ce niveau. Donc la structure de l'ARN polymérase permet donc la séparation des deux brins de la double hélice hein, et la formation de cette région qu'on appelle la bulle de transcription. Alors, toujours au niveau des généralités, donc, si on regarde les gènes le long d'un chromosome, là on a pris l'exemple d'un chromosome bactérien, mais ce serait pareil sur un chromosome eucaryote. Hein. Donc on a représenté le long de ce fragment de chromosome différents gènes que l'on a nommés A, B, C, D, E, F et G. Et ce qu'il faut noter, c'est que suivant les gènes, ce ne sera pas toujours le même brin qui servira de brin modèle.
Par exemple, pour les gènes que l'on a appelés B, C, F et G, le brin modèle est le brin du bas et le brin codant sera le brin du haut. Et donc, pour réaliser la transcription de ces gènes et produire l'ARN polymérase devra se déplacer de la gauche vers la droite et transcrire l'information qui se trouve sur le brin du bas. Pour les gènes A, D et E, ben c'est l'inverse. Vous voyez que pour ces gènes-là, c'est le brin du haut qui sert de brin modèle et le brin du bas sera le brin codant. Et donc, pour ces gènes-là, l'ARN polymérase devra se déplacer le long du chromosome, cette fois-ci de la droite vers la gauche. Et donc, il est très important que les ARN polymérases soient capables d'identifier au niveau d'un gène quel sera le brin modèle, quel sera le brin codant et dans quel sens elles doivent se déplacer le long du chromosome pour copier l'information qui est présente sur ces gènes. Parce qu'évidemment, ce ne sera pas la même information suivant qu'on prend le brin du haut ou le brin du bas. Et donc, on va voir comment c'est possible, comment les ARN polymérases identifient le brin modèle et le sens dans lequel elles doivent réaliser la transcription. Alors, on va d'abord étudier cette problématique chez les prokaryotes, chez les bactéries. Donc, à partir de cette diapo, ce que je vais vous raconter n'est valable que chez les prokaryotes. On va parler de la transcription chez les prokaryotes. Et plus tard, dans la suite du diaporama, on parlera de la transcription chez les eucaryotes. Alors, donc, chez les prokaryotes, les gènes ont une structure particulière qui permet à l'ARN polymérase d'identifier l'endroit où elle doit démarrer la transcription, l'endroit où elle doit terminer la transcription et quel est le brin qui doit servir de modèle pour la transcription du gène. Alors, cette structure est représentée ici en haut. La région qui devra être transcrite par l'ARN polymérase sera précédée d'une région que l'on appelle le promoteur. Et donc, cette région promoteur va permettre à l'ARN polymérase de définir l'endroit où démarre le processus de transcription et quel brin elle utilisera comme modèle. Donc, grâce au promoteur, elle saura où démarrer la transcription et quel brin utiliser comme modèle, donc dans quel sens se déplacer. Et le terminateur, lui, indiquera à l'ARN polymérase l'endroit où elle doit arrêter la transcription. Elle lui indique qu'on est arrivé à la fin du gène et qu'elle doit cesser la transcription. Donc, promoteur pour démarrer le processus, terminateur pour terminer le processus de transcription. Et entre les deux, il y a la région qui sera transcrite en un ARN. Du coup, en fait, on peut distinguer 3 étapes dans le processus de transcription. 3 étapes que l'on appellera l'initiation, l'élongation et la terminaison. Donc, l'étape d'initiation, c'est la reconnaissance de l'ARN polymérase du promoteur. Donc, comment l'ARN polymérase va reconnaître cette région que l'on appelle le promoteur. C'est ce qu'on appelle l'étape d'initiation. Donc, une fois que l'ARN polymérase est venue se lier au niveau de cette région, elle pourra à ce moment-là synthétiser l'ARN
Et cette synthèse d'ARN, c'est ce qu'on appelle l'étape d'élongation. Élongation, donc synthèse de l'ARN. Et puis, donc, lorsqu'elle a terminé de synthétiser l'ARN, au niveau de ce terminateur, il y aura l'étape de terminaison. Donc, arrêt de la synthèse de l'ARN et dissociation de l'ARN polymérase. L'ARN polymérase se dissocie de l'ADN. Donc, 3 étapes. Et donc, on va voir ces 3 étapes. Et donc, on va commencer par l'initiation. Donc, comment l'ARN polymérase va-t-elle reconnaître le promoteur, donc cette région qu'on appelle le promoteur, et comment va-t-elle définir donc le brin qui sera le brin modèle et le sens de transcription? C'est ce qu'on vous décrit donc sur cette diapo. Alors, on va d'abord regarder le petit schéma qui se trouve en haut ici, donc la partie A du schéma. Donc, sur la partie A du schéma, on a représenté un brin d'ADN. Donc ça, c'est un seul brin d'ADN. L'extrémité 5' de ce brin est à gauche, l'extrémité 3' du brin est à droite. En fait, ce brin, c'est le brin codant du gène. Ce n'est pas le brin qui sert de modèle. Ça, c'est ce qu'on a représenté là, c'est le brin codant. Celui qui sert de modèle sera le complémentaire. Sur ce schéma, on a représenté par une flèche ici l'endroit où doit démarrer la transcription. Et le premier nucléotide qui sera transcrit par l'ARN polymérase est toujours noté par convention nucléotide plus 1. C'est le nucléotide plus 1. Et donc aussi, toujours par convention, les nucléotides qui sont positionnés à droite par rapport à ce nucléotide plus 1, donc dans la région qui va être transcrite, sont numérotés plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, etc. Et les nucléotides qui sont avant la région qui va être transcrite sont numérotés moins 1, moins 2, moins 3. Il n'y a pas de 0, on passe de plus 1 à moins 1. Moins 1, moins 2, moins 3. Alors, cette numérotation permet donc de se repérer, lorsqu'on parle entre chercheurs, de se repérer par rapport aux différents éléments qui se trouvent le long d'un gène. Alors maintenant, on va regarder le petit b. Dans le petit b, on a comparé les séquences présentes dans cette région, ce qui est ici, donc le promoteur et le début de la région qui va être transcrite, pour différents gènes. Ça, ce sont toute une série de gènes bactériens. Et donc, on a comparé la séquence que l'on a donc sur ce brin codant pour différents gènes. On a représenté ici en bleu le nucléotide plus 1. C'est le premier nucléotide qui est transcrit. Donc, la transcription démarre ici à partir de ce nucléotide. Et donc, on a comparé les séquences qui se trouvent ici avant ce premier nucléotide transcrit, donc au niveau de la région qu'on appelle le promoteur. Et donc, les séquences en jaune sont des séquences que l'on dira conservées. On voit qu'on retrouve à peu près les mêmes nucléotides au niveau des différents gènes en ces positions. Et donc, en fait, l'ARN polymérase va reconnaître ces séquences. Ce sont ces séquences qui seront reconnues par l'ARN polymérase
et qui vont lui permettre de venir se lier correctement au niveau de l'endroit où doit démarrer la transcription. Alors, si on compare ces séquences, on peut définir ce que l'on appelle des séquences consensus. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une séquence consensus? C'est pour chacune des positions, le nucléotide que l'on retrouve avec la plus grande fréquence. Donc ici, vous voyez qu'on a toujours un T. Donc en cette position, on aura toujours un T. Si on regarde la position qui se trouve ici, ben, la plupart du temps, on a un A. Parfois un C, mais on a pratiquement toujours un A. Donc un A. Ici, c'est surtout un A. Là, pratiquement toujours un T. Là, pratiquement toujours un A. Et là, pratiquement toujours un T. Donc ça permet de définir la séquence consensus que l'on appellera Tata. Alors cette séquence, on l'appellera la boîte Tata ou la boîte Pribno ou la Tata Box. Vous verrez qu'on les appelle ainsi suivant les bouquins que vous consulterez, les bouquins de biologie moléculaire que vous consulterez. Et donc cette séquence que l'on retrouve au niveau de tous les promoteurs bactériens est centrée autour du nucléotide -10. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi la région -10. Et puis ici, donc on a une autre séquence qui est relativement, un petit peu moins, mais qui est relativement conservée entre les promoteurs des différents gènes, et pour lequel on a également défini une séquence consensus, TTG, AC, AT, et qui est centrée au niveau de la région, de la séquence du nucléotide -35. Donc ce sont ces deux séquences qui permettront à l'ARN polymérase de venir se positionner correctement au niveau du gène et de démarrer la transcription au niveau de ce nucléotide qu'on appelle le nucléotide +1. Et donc ces séquences sont présentes sur le brin codant, elles ne sont pas présentes sur le brin modèle, mais elles vont permettre à l'ARN polymérase de reconnaître à ce moment-là le brin modèle et de démarrer la transcription au bon endroit. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous pourriez redéfinir séquence consensus? Alors, consensus, c'est la séquence, quand on fait une séquence consensus se définit lorsqu'on fait des comparaisons de séquences. C'est ce qu'on fait, on compare des séquences. Et la séquence consensus, c'est pour chacune des positions le nucléotide qu'on retrouvera avec la plus grande fréquence. Oui, mais je ne comprends pas bien ce qu'on compare, en fait. C'est des Alors, séquences compare. On voit que ici, en position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en position -9 par rapport au site d'initiation de la transcription, on a toujours un T. Oui, ça j'ai compris, mais c'est plutôt les lignes à quoi elles correspondent. Les lignes, chacune des lignes là, Oui, voilà, c'est ça. c'est la séquence d'un gène différent. Là, on a comparé les séquences d'une quinzaine de gènes bactériens différents. Et lorsqu'on compare ces séquences, on remarque qu'il y en a qui sont les mêmes pour tous les gènes. D'accord, et c'est les brins codants qu'on compare. Et en fait, ce sont ces régions-là qui servent de signal pour arrimer l'ARN polymérase et lui permettre de savoir la région qu'elle doit transcrire. Est-ce que du coup, ça va? Oui. C'est bon? Alors, comment l'ARN polymérase reconnaît-elle ces séquences que l'on a mises en évidence là en jaune? Donc, pour ça, il faut regarder d'un petit peu plus près la structure de l'ARN polymérase bactérienne. Alors, donc, l'ARN polymérase bactérienne, c'est un gros complexe. Elle est constituée de plusieurs sous-unités protéiques. C'est ce qu'on a représenté ici. On a représenté les différentes sous-unités
qui sont présentes au niveau de l'ARN polymérase bactérienne. Donc, on a deux sous-unités identiques qu'on appelle les sous-unités alpha. On a une sous-unité que l'on appelle bêta, une sous-unité que l'on appelle bêta prime, et c'est au niveau de ces deux sous-unités que se trouve le site actif de l'enzyme, qu'on appellera aussi le centre catalytique. Une sous-unité que l'on appelle oméga et une sous-unité que l'on appelle delta. Pardon, sigma. C'est sigma. Lettre grec sigma. Alors, l'ARN polymérase, elle peut exister sous deux formes. Une forme qu'on appellera l'enzyme corps. Et donc, à ce moment-là, l'ARN polymérase est constitué de deux sous-unités alpha, la bêta prime et l'oméga. Donc, ça, c'est l'enzyme corps. C'est sous cette forme que se trouve l'ARN polymérase dans l'étape d'élongation, lorsqu'elle synthétise l'ARN. Et une autre forme de l'ARN polymérase est appelée l'holoenzyme. Alors, l'holoenzyme, c'est l'enzyme corps, mais auquel est venu s'associer ce facteur sigma. Et donc, ce facteur sigma, c'est lui qui va reconnaître le promoteur. Donc, c'est ce facteur sigma qui va reconnaître ici les régions en jaune. Et donc, c'est grâce à lui que l'ARN polymérase va venir se lier en amont des gènes. C'est ce qu'on vous montre sur la diapo suivante. Donc là, on a l'enzyme corps. Là, on a représenté le facteur sigma en bleu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'holoenzyme. Et on vous montre que ce facteur sigma reconnaît le promoteur, donc reconnaît les séquences que l'on définit en -10 et en -35. Donc la boîte Tata, qui est en -10, et la région -35. La Oui. région -35, elle correspond à quoi? La région -35, c'est là, c'est l'autre oui, région d'accord. jaune ici. D'accord, d'accord. Mais c'est une région promotrice aussi? Enfin, ça... Oui, ça fait partie du promoteur. D'accord, ok. Ça. Et donc, si vous regardez bien le schéma, donc, ce facteur sigma, il va venir se lier d'un côté à la région -10, de l'autre côté à la région -35. Du coup, la sous-unité bêta prime ici sera à proximité du nucléotide +1, et donc l'ARN polymérase sera correctement orientée et démarrera la transcription en allant vers la droite. Si elle s'était liée dans l'autre sens, c'est-à-dire que le bêta prime avait été de ce côté-ci, elle aurait démarré la transcription dans l'autre sens. Donc là, vous avez encore une autre vue de cette interaction entre l'ARN polymérase et l'ADN au niveau du promoteur. Alors, on va essayer de se repérer là-dessus. Donc, ce qui est représenté ici, c'est l'holoenzyme. Ce qui est représenté là en vert et en jaune, c'est l'ADN. Ici se trouve la région -10 du promoteur et là la région -35, donc sur l'ADN. Les régions qui se trouvent ici correspondent au facteur sigma. Et en fait, ce facteur sigma, on a identifié plusieurs domaines, sigma 2, sigma 3, sigma 4, et donc c'est ce fameux facteur sigma. Et vous voyez que ce facteur sigma
interagit avec l'ADN. Il est à la surface de l'enzyme et interagit à différents endroits avec l'ADN. Et donc, c'est ce facteur sigma qui reconnaît les régions -10 et -35, hein, et ainsi positionne correctement l'ARN polymérase. Est-ce que ça, c'est bon? Oui. Ça va? Alors, donc, sur ce schéma est détaillée donc cette fameuse étape d'initiation de la transcription dont on a déjà parlé. Donc là, on vous montre l'ARN polymérase, donc c'est l'enzyme, puisqu'on voit ici le facteur sigma en violet. Cette ARN polymérase, elle est liée à l'ADN, hein, elle se déplace le long de l'ADN à tout moment. Et donc, en se déplaçant, elle va venir en contact ici du promoteur. La région -10 et -35 vont être reconnues par le facteur sigma. Et donc, à ce moment-là, l'ARN polymérase s'arrête. On a formation de la bulle de transcription, les deux brins de la double hélice se séparent. Chacun est pris en charge dans un canal de l'ARN polymérase. Donc, on forme la bulle de transcription. Et la transcription va démarrer. Hein. Ici, on voit en toute petite virgule verte qui correspond au démarrage de la transcription, au début de l'ARN. Et donc, ce que vous voyez sur ce schéma, c'est qu'à la fin donc, de cette étape d'initiation, le facteur sigma se dissocie. Il part. Il se dissocie. Et donc ensuite, la synthèse de l'ARN, qu'on appelle aussi l'étape d'élongation, se fera uniquement avec l'enzyme COR, donc qui ne contient plus le facteur sigma. Il ne contient pas le facteur sigma, mais là j'ai mis d'autres facteurs d'élongation parce qu'en fait il y a d'autres protéines qui viennent se lier à l'ARN polymérase, mais ça on ne va pas du tout en parler. Hein. Et donc ce qui est important de retenir, c'est que ce facteur sigma, il se détache à la fin de l'initiation. Hein. Il n'est requis que pour l'étape d'initiation. Et donc ainsi, on va synthétiser l'ARN. Hein. La synthèse de l'ARN démarre. Et donc, elle se poursuivra jusqu'à ce que l'ARN polymérase arrive au niveau de cette région qu'on appelle le terminateur. Et donc, lorsque l'ARN polymérase arrivera au niveau de cette région qu'on appelle le terminateur, il y aura arrêt de la synthèse et dissociation de l'ARN polymérase. Et donc, c'est ce qu'on va voir pour terminer. Hein, je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Et donc, la terminaison de la transcription au niveau de cette région que l'on appelle les terminateurs peut se faire suivant deux mécanismes. On a identifié deux mécanismes de terminaison chez les bactéries. D'une part, un mécanisme de terminaison que l'on dira Rho-dépendante et une terminaison Rho-indépendante. Alors en fait, Rho, c'est une protéine. Donc qu'est-ce que ça signifie? Donc parfois, la terminaison requiert la protéine Rho, alors que d'autres fois, la terminaison peut se faire en l'absence de la protéine Rho. Alors voyons d'abord comment se fait la terminaison en l'absence de cette protéine qu'on appelle la protéine Rho. Alors, donc regardons d'abord le schéma du haut. Et donc en rouge ici, on a le gène. En tout cas, la fin du gène,
la région que l'on appelle le terminateur. Donc, la région qui se trouve là, c'est la région qu'on appelle le terminateur sur le gène. Alors, cette région que l'on appelle le terminateur, en tout cas cette partie-là, va être transcrite par l'ARN polymérase. L'ARN polymérase ne s'arrête pas à cet endroit. Elle va synthétiser un ARN complémentaire du brin modèle. C'est ce qu'on a représenté ici. Alors, si vous regardez bien la structure de ce terminateur, vous voyez que la séquence qui se trouve ici et celle qui se trouve là sont complémentaires inversées. Là, on a CC-GG, là, GG-CC. Donc, ces deux séquences sont complémentaires et en orientation inversée. Donc, qu'est-ce que ça signifie lorsque cette région va être transcrite en un ARN? Ces deux régions sont complémentaires inversées. Donc, si on replie la molécule d'ARN sur elle-même, on peut former ici une double hélice intramoléculaire, une tige boucle, comme je vous l'ai décrit sur une diapo précédente. Donc, sur l'ARN, qui est en train d'être synthétisé, va se former cette structure en tige boucle. Et en fait, le signal de terminaison pour l'ARN polymérase, c'est cette structure en tige boucle. C'est lui qui est le signal de terminaison. Donc, lorsque cette structure en tige boucle se forme, l'ARN polymérase s'en rend compte, elle ressent la formation de cette structure et elle arrête la synthèse de l'ARN. Son activité polymérase s'arrête. Et en fait, elle va arrêter son activité polymérase au niveau de la région qui se trouve ici. Et si vous regardez bien cette région, elle a également une caractéristique. C'est c'est une région AT. Donc, dans cette région, l'ARN qui est en train d'être synthétisé, lui portait des U, UUU, et le brin complémentaire des A. Donc, cette région ici en double hélice est instable, puisqu'il n'y a que deux liaisons hydrogènes entre les bases complémentaires. Et du coup, donc l'ARN pourra facilement se dissocier du brin modèle et être relargué dans le cytoplasme de la cellule. Et ensuite, l'ARN polymérase, elle aussi, se détachera du gène. Est-ce que ça va? Si vous avez des questions. C'est bon? Oui. Alors, donc ça, c'est la terminaison rho indépendante. Donc, on a un signal sur l'ARN, une tige boucle, suivie d'une région de U appariée faiblement au brin matrice, ce qui permet la dissociation de l'ARN et de l'ARN polymérase. Alors, le problème, c'est que parfois, si je reprends ce schéma, la dissociation de l'ARN se fait plus difficilement. Pour certains gènes, la dissociation de l'ARN se fait facilement. L'ARN est facilement relargué dans le cytoplasme et donc l'ARN polymérase se dissocie facilement de l'ADN. Mais pour certains gènes, cette dissociation est plus difficile. Et donc à ce moment-là, une protéine qu'on appelle la protéine Rho va intervenir et va venir aider cette dissociation. C'est ce qu'on vous montre ici. Donc là, on a représenté l'ARN polymérase. Donc l'ARN polymérase s'est arrêté au niveau du signal de terminaison. Et sur cet ARN est présent une séquence qui est représentée ici,
qu'on appelle la séquence RUT, sur lequel va venir se lier cette protéine qu'on appelle la protéine Rho. Donc la protéine Rho vient se lier à l'ARN, et cette protéine Rho a une activité hélicase. Elle peut séparer les deux brins d'une double hélice. Donc cette protéine Rho va en fait se déplacer le long de l'ARN et venir au contact de cette région ici en double hélice, et grâce à son activité hélicase, elle va séparer les deux brins et donc permettre le relargage de l'ARN. Donc la protéine Rho est une hélicase qui permet le relargage de l'ARN, qui va lui permettre de se dissocier du brin matrice. Est-ce que ça c'est bon? Ça va? Oui, ça va. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, j'avais une question. Là, au final, si on a besoin de faire intervenir cette protéine Rho aussi, c'est une particularité de la séquence de terminaison. Ça veut dire qu'elle est Oui. plus fortement liée à Voilà, l'IR. c'est-à-dire que l'ARN est plus fortement apparié au brin matrice, et à ce moment-là, il y a besoin d'une protéine supplémentaire. D'accord. OK. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, c'est bon pour tout le monde? Alors, donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, demain, on poursuivra ce cours. On va parler de la transcription chez les eucaryotes. On verra quelques caractéristiques, particularités de la transcription chez les eucaryotes. Et puis, on démarrera le processus de traduction. Et jeudi prochain, la semaine prochaine, on fera des exercices pour illustrer la transcription. Mais donc, demain, je vais faire uniquement du cours. On ne fera pas d'exercice demain. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vais vous envoyer donc le lien vers la réunion Zoom pour le cours de demain. Et donc, on se revoit demain à 9h45. Bon après-midi à tous. Bon après-midi. Au revoir, bonne Merci journée. beaucoup. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.